La pluie bat les vitres comme des doigts impatients, et Abidjan ressemble à une bête couchée sous le tonnerre. Aïssata serre un petit coffret contre sa poitrine. À l'intérieur, un souffle chaud monte et descend, tel un sifflement contenu. Sur la table, des liasses nées d'un mystère récent étincellent d'une lueur humide. Son visage ne tremble pas, mais son regard porte une fatigue plus vaste que la nuit. Elle écoute la ville haltée, les sirènes lointaines, le bourdonnement des groupes électrogènes. Entre ses mains, le coffret pulse, demandant son dû. Elle sait que chaque ouverture est un seuil et qu'un seuil ne se franchit jamais indemne. Quelques saisons plus tôt, elle n'était qu'une fille venue d'un village oublié par les cartes, avec une mère malade et des rêves cousus de honte. Les patrons l'avaient renvoyée, les promesses s'étaient dissoutes au petit matin. Puis une tante aux yeux de braise l'avait menée à un sanctuaire, loin des lampadaires, là où les mots se chuchotent pour ne pas réveiller l'invisible. On lui remit un gardien lové dans l'ombre du coffret, un boa, messager d'un pacte. La règle était simple et terrible, l'abondance coulerait de sa gueule, mais son cœur devrait rester fermé, surtout aux initiés. Sinon, tout se retournerait. Aïssata a appris à respirer lentement devant le coffret, à ne pas laisser la panique fouiller sa poitrine. Elle se répète que sa dignité mérite une place au soleil, que la misère n'a pas de mémoire lorsqu'on la dépasse. Pourtant, chaque billet posé sur la table ressemble à une question non résolue. Dans ses rêves, la forêt de son enfance revient, racines épaisses, odeur de terre, rumeur d'eau brune. Elle revoit son père, silhouette perdue entre les troncs, et sa mère, front brûlant, prière muette. Elle voudrait croire à une simple transaction, mais la nuit a ses additions que l'aube ne peut pas effacer. Elle déverrouille le coffret. La laine chaude glisse sur sa peau comme une promesse et un avertissement. Elle a mis en place un protocole précis, des gestes lavés 1000 fois, des paroles qu'on prononce sans les posséder. La ville la regarde désormais autrement, salon feutré, parfum lourd, rire qui cache les failles. Elle avance avec une élégance apprise, l'oreille tendue aux sifflements invisibles. Ce soir, pourtant, elle sent une résistance, un froissement dans l'air, comme si la ville retenait sa respiration. Elle range les liasses, éteint la lumière, écoute. Quelque chose approche, qui ne se contente pas de demander. Au loin, un orage glisse vers la lagune, puis s'éloigne dans un murmure de draps que l'on tire. Dans le silence revenu, Aïssata perçoit un autre souffle, étranger au coffret. Un souvenir fend la nuit, une mise en garde chuchotée au sanctuaire, ne jamais aimer, ne jamais toucher un initié. Elle referme le coffret avec douceur, comme on ferme une plaie ancienne. Son reflet dans la vitre se trouble, et derrière ce reflet, la ville ouvre un œil dangereux. Demain, une invitation changera la trajectoire de ses pas. Mais pour comprendre ce chemin, il faut retourner là où sa fin est née. La nuit, le village semble respirer avec la brousse, et les lampes vacillantes dessinent des ombres de racines sur les murs d'argile. Aïssata, encore enfant, écoute les adultes parler à voix basse de la forêt qui prend et rend selon son humeur. Depuis la disparition du père, ancien chasseur, la case paraît plus grande et plus vide à la fois. Le vent glisse entre les nattes, apportant un sifflement qui revient, toujours au même moment, comme une comptine interdite. À l'école, la faim brouille les lettres, au marché, le regard des autres pèse. Elle serre le PN du pagne maternel, pour ne pas trembler. Le jour où l'on admet que le père ne reviendra pas, la mère pose la bassine de beignets devant la porte et dit d'une voix calme qu'il faut tenir. Les semaines suivantes, Aïssata apprend à pétrir, à sourire aux clientes, à ignorer les mains qui veulent marchander la peine. Les soirs de conte, un vieil oncle parle de serpents gardiens des trésors, qui sifflent avant d'apparaître. Le sifflement nocturne se glisse alors dans son oreille comme une idée. Elle ne tait pas la peur, mais elle entend derrière la peur une promesse. Quelque part, il existe un passage pour sortir de l'étau. La honte pousse des racines fines dans le cœur quand on compte les pièces trop tôt. Aïssata la sent grandir à l'école, chaque fois qu'un cahier reste sans couverture, chaque fois qu'on lui demande la cotisation qu'elle n'a pas. Elle se promet, en secret, de ne plus dépendre de la pitié, ni de l'humeur des saisons, ni des absences inexplicables. La santé de sa mère décline, lente brûlure qui consume les forces du matin. Dans ses rêveries, Aïssata voit la route poussiéreuse qui mène à la ville, une route bordée d'arbres pliés par le vent, qui semble lui faire signe d'avancer. Elle se met à travailler plus tôt,
à rentrer plus tard, à écouter les conversations des voyageurs de passage. On dit que là-bas, près de la lagune, les immeubles montent comme des Antilles de ciment, que l'argent circule avec la rapidité des taxis, que l'on peut changer de nom si l'on change de peau. Les nuits où le sifflement revient, Aïssata s'accroche au souvenir du père, silhouette droite, patience dans les gestes, regard qui lisait les traces au sol. Elle décide d'apprendre à lire d'autres traces, celles qui ne se voient pas, et prépare sans bruit son départ. Le dernier soir avant la saison des pluies, la mer tousse si longtemps que le coq se tait. Aïssata compte les beignets restants, pose quelques pièces dans un tissu, et sort s'asseoir devant la case. Le sifflement se lève, plus proche, presque tendre. Elle l'écoute s'enfuir, comme on écoute un avertissement que l'on a choisi d'ignorer. Au matin, elle annoncera qu'elle doit partir vers la ville pour chercher un travail, promettant d'envoyer de quoi soigner la mère. La route attend, avec ses promesses et ses pièges. Abidjan a déjà entendu son nom. La ville ouvrira la bouche, et Aïssata entrera. Abidjan a l'odeur du gazole, de la sueur et des rêves fripés. Les matins, Aïssata avale la poussière des boulevards et des arrêts bondés, le ventre serré par l'inquiétude. Elle enchaîne les promesses en papier, ces entretiens où l'on sourit trop, ces regards qui évaluent sans offrir. La coloc est une pièce tiède où l'air ne circule pas, murs lézardés, seaux d'eau partagés, intimité écrasée. Les factures s'entassent, les appels du village se font plus lourds, la voix de la mère plus courte. Dans les files d'attente, Aïssata compte ses pas pour ne pas compter ses manques. Un soir, sur un trottoir humide, une femme pose une main sur son bras, une tante éloignée, presque un fantôme familier. Les yeux brillent comme s'ils savaient plus que la ville. Elle s'asseye près d'un vendeur de maïs, parle bas. La tante évoque un officiant discret, réputé pour détourner la malchance, pour accorder des ouvertures que les portes officielles refusent. Elle ne prononce pas le mot interdit, mais le contourne, comme on contourne une flamme. Aïssata écoute, prise entre la méfiance et l'attention. La tante note une adresse sur un morceau de carton, avec la lenteur d'un serment. La nuit, Aïssata retourne l'adresse entre ses doigts comme un caillou étrange. Elle veut y voir une simple ruse de ville, une histoire de plus pour voler le peu qu'elle possède. Mais la voix de la mère au téléphone fend ses défenses. Chaque quinte de tout est un rappel que le temps marche plus vite que les bonnes intentions. Dans le sommeil, la forêt de l'enfance recule, remplacée par une lagune noire, des immeubles sans fenêtres, et ce sifflement qui revient, obstiné. Elle a peur de se perdre, peur de se retrouver, peur surtout d'avouer jusqu'où elle est prête à aller. Le lendemain, elle traîne ses sandales vers les quartiers où les rues changent de nom sans prévenir. Elle s'arrête devant une boutique de tissus fermée, frappe 3 fois, attend, puis renonce. Un homme indique une impasse, une passerelle, un portail à moitié peint. Aïssata suit, hésitante, comme on marche dans un souvenir qui n'est pas à soi. Elle cache l'adresse au fond de son sac, respire, rebrousse chemin, revient, puis s'arrête encore. Au marché, elle achète de quoi envoyer un petit colis au village, geste dérisoire et courageux. En elle, une porte craque, sans encore s'ouvrir. Le ciel bascule le soir en une nappe lourde, et la pluie tombe d'un seul bloc, dru, décidé. Aïssata se réfugie sous un auvent, le cœur tambour. L'impasse indiquée par la tente se remplit de reflets, et les lampes s'éteignent une à une, comme si quelqu'un baissait la voix de la ville. Elle serre l'adresse dans sa paume jusqu'à en avoir mal. Alors seulement, elle avance, longe le mur, trouve la porte à moitié peinte. Elle frappe, 1 fois, 2 fois, et la 3e frappe s'enfonce comme dans une autre matière. Le battant s'ouvre sans bruit. L'air sans l'herbe sèche et quelque chose d'ancien. Le couloir avale le son de ses pas. L'air est plus dense qu'au dehors, chargé d'odeurs de feuilles écrasées, de poudre sèche et d'eau vieille. Des lampes faibles dessinent des cercles de lumière autour de calebasses vernies. Sur une natte, des sculptures de bois fixent Aïssata de leurs yeux d'ambre. Une peau de serpent, tendue comme une voile, frissonne à peine sous un courant sans source visible. Dans sa poitrine, un tambour ancien répond au temps d'un autre monde. Le sanctuaire ne parle pas, il sait. Aïssata sait aussi qu'au bout, une parole attend, capable de renverser sa faim en destin. L'officiant apparaît sans bruit, drapé de tissu sombre, front marqué de symboles presque effacés. Il ne pose pas de questions. Il s'assied, désigne la natte.
Les mots qu'il prononce sont nets, lourds comme des pierres posées une à une. Ce qui se donne ici ne se reprend pas, ce qui s'ouvre ici exige un prix. Il dit qu'on peut détourner le courant de la chance, mais que la source réclamera sa part. Il cite 2 interdits, ne jamais aimer et ne jamais se lier à un initié. Enfin, il montre un coffret fermé. Le gardien y repose, et il te reconnaîtra. Aïssata sent une fraîcheur lui remonter la nuque. Elle se contemple comme de l'extérieur, jeune femme venue quémander un passage dans un monde qui n'aime pas les mendiants. Elle pense à la mer, à l'atout qui coupe les phrases, au regard du père disparu dans la forêt. Une colère froide traverse sa peur, le monde s'est permis trop de choses. Elle veut un outil, une arme, une chance. Les mots « ne jamais aimer » plantent un clou dans son ventre, mais elle se dit qu'elle a appris depuis longtemps à se barricader. L'idée d'un gardien la fascine autant qu'elle l'effraie. L'officiant ouvre le coffret. Une chaleur animale souffle, avec un parfum de terre mouillée. Dans l'ombre, un mouvement ondule, présence compacte et patiente. La voix de l'officiant se fait basse, ce gardien transforme l'énergie prise à ceux qui te cherchent pour de mauvaises raisons. La nuit, il recrachera l'abondance. Mais il n'aime pas le partage. On prépare la signature, eau sur les tempes, poudre sur les paumes, paroles scellées entre 2 silences. Aïssata incline la tête, accepte le pacte et promet sa solitude. Le tissu est noué, la peau effleure ses doigts. Le gardien a reconnu la fin. Quand elle ressort, la pluie a cessé, mais le ciel est encore lourd. L'adresse de la ville lui paraît plus nette que jamais, comme si les rues avaient pivoté pour la regarder passer. Dans son sac, le coffret pèse d'un poids nouveau, ni objet ni animal, mais règle. Les phrases de l'officiant se répètent en elle, martelées par ses pas, ne pas aimer, éviter les initiés, se taire. La nuit qui vient sera la première depuis la signature, la première à exiger une preuve. Aïssata ferme sa porte, souffle long, et éteint la lumière. Au fond du coffret, quelque chose respire. Le bar chic respire la vanité, lumière basse, fauteuil profond, verres alignés comme une promesse d'oubli. Aïssata l'a choisi pour sa clientèle d'hommes trop sur 2. Elle observe sa cible, costume impeccable, rire sec, geste qui coupe la parole. Il l'a abordée avec condescendance, sûr que son argent lui ouvrait toutes les portes. Elle répond avec un sourire mesuré, retenant ses mots comme des cartes précieuses. Derrière ses paupières, elle se rappelle les consignes du marabout, calme, contrôle, pas d'attachement. Le coffret est resté chez elle, mais elle sent déjà, au creux de son ventre, la présence du gardien. Il quitte le bar vers minuit, l'homme menant la marche comme un conquérant certain de sa victoire. Dans la chambre, Aïssata laisse le rôle se dérouler comme une pièce déjà écrite. Le moment arrive, un frisson glacé traverse sa colonne, le souffle de l'homme devient erratique, et l'air autour d'eux se contracte. Un froid mordant s'installe, tandis qu'un sifflement lointain emplit ses oreilles. Puis, comme une vague invisible, quelque chose passe d'un corps à l'autre, un souffle aspiré, profond, irréversible. L'homme s'endort brutalement, respiration lourde, visage blême. Aïssata, elle, reste assise, tremblante, mais étrangement alourdie de force. De retour chez elle, elle referme la porte comme on scelle un tombeau. Elle approche du coffret, l'ouvre avec précaution. Dans la pénombre, le boa relève la tête, ses yeux brillent d'un éclat huileux. D'un geste lent, il ouvre la gueule, et une pluie de billets humides glisse sur le sol. L'odeur est métallique, étrangère, presque animale. Aïssata recule, main sur la bouche, le cœur cognant. C'est donc vrai. La peur serre encore sa poitrine, mais une chaleur inédite monte derrière, la certitude d'avoir tenu entre ses mains un pouvoir interdit. Elle comprend déjà que ce secret ne pourra jamais être partagé. Le lendemain, elle établit des règles. Ne jamais choisir les humbles, ne viser que ceux qui se croient intouchables. Toujours purifier l'espace après la rencontre, eau salée, encens, paroles soufflées au gardien. Éviter les lieux trop fréquentés, limiter les risques de reconnaissance. Préparer les offrandes, les cahiers, morceaux de poulet, poudre ocre pour apaiser le boa. Elle commence à tracer mentalement la carte de ses futures cibles. Chaque geste devient précis, calculé, presque liturgique. L'argent trouvé la veille est caché dans une malle, loin des regards. Le silence devient son armure, et la solitude,
une habitude utile. La nuit suivante, le boa se réveille plus tôt, glissant dans le coffret comme une ombre impatiente. Aissata sent son regard dans l'obscurité, comme une invitation à recommencer. Elle comprend que cette fois, le chemin ne pourra que s'approfondir, que chaque transmutation rendra le retour plus difficile. Dans le miroir, son visage paraît plus ferme, ses yeux plus lourds. La peur est toujours là, mais elle porte déjà un parfum de puissance. Au loin, la ville s'étire, prête à lui offrir d'autres proies. Et Aissata, désormais, sait comment transformer un souffle en billet. La spirale vient de s'amorcer. En 2 ans, Abidjan a appris à prononcer son nom avec curiosité. Aissata vit désormais au 9e étage d'un immeuble où la vue balaie la lagune et les lumières du plateau. Sa garde-robe est un arc-en-ciel de tissu rare, ses doigts brillent de bagues fines, et ses pas résonnent sur un parquet ciré qui ne connaît pas la poussière. Les dîners s'enchaînent, les visages se succèdent, et derrière chaque sourire poli, un homme qui, quelques semaines plus tard, se ternit comme une fleur coupée. Dans les salons, on chuchote qu'elle porte une mauvaise étoile, mais personne n'ose lui dire en face. Elle a appris à jouer sur 2 scènes. En façade, Aissata est la bienfaitrice qui finance des fournitures scolaires dans son village, qui offre des bourses, qui participe aux collectes. Les photos la montrent souriante, bras ouverts, entourée d'enfants. Mais derrière la porte de son appartement, les rituels se poursuivent, encens qui fume, calebasse disposée au cordeau, murmures adressés au coffret. Chaque billet recraché par le boa est séché, plié, rangé comme une relique. Elle ne parle jamais de ses nuits, et même ses proches ignorent comment elle parvient à cet éclat social si rapide. Pourtant, malgré l'or, un vide s'installe. Certains matins, elle se réveille avec un goût métallique dans la bouche et la sensation d'avoir marché des kilomètres dans ses rêves. Les cauchemars reviennent, la forêt, le sifflement, l'ombre du père entre les troncs, immobile. Parfois, elle entend le bruit humide des billets tombant, alors que le coffret est fermé. Ses fêtes sont remplies de musique et de rire, mais le silence de ses nuits est plus lourd que jamais. Le pacte comble ses mains, mais creuse son ventre. Elle commence à se demander si le prix n'est pas plus vaste que prévu. Un soir, alors qu'elle se prépare pour une réception, son miroir se trouble. Pas un simple reflet terni, mais une ondulation, comme si quelqu'un soufflait de l'autre côté. Elle recule, le cœur cognant, puis le verre redevient lisse. Le lendemain, elle retourne voir le sanctuaire. L'officiant ne lui offre qu'une phrase, posée comme une pierre sur sa route, « Le gardien voit plus loin que toi. » Ne trébuche pas sur l'ombre d'un homme. Aissata comprend que c'est un avertissement, mais ne demande pas plus. Elle salue et s'en va, renforçant ses murs intérieurs. À partir de ce jour, elle redouble de vigilance. Aucun homme ne reste assez longtemps pour éveiller autre chose qu'un intérêt calculé. Elle se tient à distance des gestes tendres, filtre chaque rencontre comme on filtre une eau suspecte. Mais au fond d'elle, elle sait que le vide se nourrit de son silence, et qu'un jour, il réclamera sa part. La ville continue de lui sourire, mais derrière les sourires, les rumeurs gonflent. Et quelque part, dans le dédale d'Abidjan, un regard d'homme attend de croiser le sien pour briser ce fragile équilibre. Les rumeurs ont quitté les salons feutrés pour glisser dans les ruelles, s'accrocher au marché, remonter jusqu'au maquis. On dit qu'Aissata porte un parfum qui éteint les hommes, qu'elle leur prend quelque chose qu'ils ne retrouvent jamais. Dans un petit bureau au mur couvert de dossiers jaunis, un journaliste compile des noms, des dates, des visages. Ces articles parlent d'accidents, de faillites soudaines, de maladies inexplicables, toujours après une rencontre avec elle. Dans le même temps, des amies, séduites par son aisance, posent des questions qu'elle esquive avec un rire fin. La ville, désormais, lui prête des yeux. Lors d'une visite dans une boutique d'objets anciens, un prêtre traditionnel la dévisage longuement. Ses yeux glissent jusqu'à son sac, comme s'il pouvait voir à travers le cuir et la doublure. « Tu portes la trace du reptile », murmure-t-il, sans autre explication. Aissata serre son manteau, s'éloigne, mais la phrase colle à sa peau. Le soir même, le marabout la convoque au sanctuaire. Il ne parle pas de danger immédiat, seulement d'un conseil sec, continue d'avancer. Ne regarde pas en arrière. Et surtout, ne t'attarde pas. Ses mains tracent un signe dans l'air qu'elle n'a jamais vu avant. Ces avertissements réveillent une méfiance ancienne.
Elle ferme encore plus son cercle, choisit ses sorties, change de numéro. Dans ses rêves, elle se voit au centre d'une place vide, observée par des silhouettes aux yeux brillants. Elle se surprend à scruter chaque visage dans la foule, craignant de reconnaître quelqu'un qui sait trop. Le bruit des billets dans le coffret est devenu un rythme familier, mais elle l'entend parfois en plein jour, comme un rappel que le pacte ne dort jamais. Elle commence à ressentir la ville non pas comme un terrain de chasse, mais comme un terrain miné. Pour détourner l'attention, elle se lance dans des œuvres de charité plus visibles, participe à des événements publics, pose pour des photos dans la presse locale. Mais derrière ce masque, elle multiplie les protections, fumigation dans l'appartement, objets de cuivre au coin des pièces, eau bénite dans la salle de bain. Elle renforce aussi ses rituels avec le boa, qui la fixe désormais plus longtemps qu'avant. L'officiant lui rappelle la règle majeure, ne jamais te lier. Un initié pourrait voir là où les autres se perdent. Cette phrase résonne comme une prophétie. Un soir, au détour d'un appel, une ancienne connaissance lui propose une invitation pour une réception privée. L'événement promet des invités influents, des opportunités nouvelles. Aïssata hésite, puis accepte, convaincue qu'elle pourra toujours contrôler la situation. Mais dans un coin de la ville, un autre cercle mystique suit ses mouvements avec patience. Parmi eux, un homme au regard calme et aux gestes rares a déjà entendu son nom. Le rendez-vous est pris, même si aucun des deux ne le sait encore. La réception se tient dans une villa aux murs blancs bordés de bougainvilliers, sur les hauteurs qui surplombent la lagune. La musique est basse, les conversations feutrées, et chaque visage porte ce mélange d'aisance et de calcul propre au cercle fermé. Aïssata entre comme on glisse dans une pièce déjà occupée par son parfum. Sa robe glisse sur le sol comme un serpent d'étoffe. Elle sent les regards, mais un seul l'arrête, un homme appuyé contre une colonne, qui l'observe sans sourire. Ses yeux ne cherchent pas à la séduire, il semble déjà savoir. On le lui présente comme Moussa. Sa poignée de main est ferme, mais ce n'est pas la pression qui la frappe, c'est l'impression que sa peau garde quelque chose d'elle, comme un écho. Autour de son cou, une amulette discrète pend sous la chemise ouverte. Il parle peu, ses phrases sont simples, mais ses silences ont un poids qui oblige à les combler. Quand il la regarde, Aïssata a la sensation qu'il traverse les couches qu'elle a empilées depuis le pacte. Dans son ventre, un froid reptilien s'agite. Le gardien, au loin, s'est éveillé. Elle ne comprend pas pourquoi cet homme l'agace autant qu'il la trouble. Moussa ne lui pose pas les questions habituelles, ne fait pas ses compliments polis qu'elle sait démonter. Il l'écoute, penche la tête, comme s'il comparait ses mots à une vérité qu'il connaît déjà. Dans son esprit, les avertissements de l'officiant reviennent, évite les initiés. Elle ne sait pas si Moussa en est un, mais elle reconnaît dans sa posture quelque chose de rare, une façon de tenir la pièce sans effort, comme un maître qui n'a pas besoin de montrer ses armes. Au lieu de s'éloigner, Aïssata décide de tester le terrain. Elle engage la conversation, pose des questions sur ses affaires, ses voyages. Moussa répond avec un mélange d'humour et de prudence, puis renverse l'interrogatoire, il veut savoir ce qu'elle aime quand elle n'est pas en représentation. Elle invente, ment, mélange vérité et fiction. Mais chaque fois qu'elle parle, elle a l'impression de lui donner une pièce d'un puzzle qui l'assemble déjà. Elle se promet de rester sur ses gardes, mais reste près de lui toute la soirée. En quittant la réception, elle sent encore le poids de son regard dans son dos. Cette nuit-là, le coffret s'agite sans raison, le boa glisse, frappe contre les parois, comme s'il voulait sortir. Aïssata ne comprend pas ce qui le met en alerte. Elle tente de le calmer avec des offrandes, mais les yeux du serpent restent fixes, brillants, presque hostiles. Elle se couche avec l'impression que quelque chose vient d'entrer dans sa vie, et que cette fois, ce n'est pas elle qui tient les règles du jeu. Leurs rencontres se multiplient, discrètes, presque clandestines. Aïssata ne comprend pas pourquoi elle accepte toujours ses invitations. Un soir, dans un appartement baigné d'une lumière douce, Moussa l'accueille sans hâte, comme s'il l'attendait depuis longtemps. La conversation coule naturellement, mais sous les mots, une tension sourde monte. Elle sait qu'elle joue avec une limite invisible, et pourtant, elle avance. Dans un coin de sa conscience, le sifflement du boa résonne comme un avertissement. Mais ce soir-là, elle choisit d'ignorer les signes. Quand leurs corps se rejoignent, Aïssata attend le moment où le froid glacial viendra, où le souffle sera aspiré,
où la pièce se figera. Mais rien ne se produit. Au contraire, une chaleur étrange se répand, presque apaisante. Son cœur bat fort, mais pas de la même peur que d'habitude. Le gardien ne se manifeste pas. Dans l'air, pas de vibration, pas d'ombre mouvante. Elle se redresse, déstabilisée. Moussa, lui, la regarde comme s'il comprenait exactement ce qui manque. « Je ne suis pas comme les autres, dit-il simplement, avant de détourner les yeux. Ce vide dans le rituel l'angoisse plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle a bâti sa vie sur la certitude que le pacte répondrait toujours. Pourquoi, cette fois, rien? Elle repense aux interdits, aux avertissements, aux miroirs qui se troublaient. Mais en même temps, elle ressent une étrange paix auprès de Moussa, comme si sa présence remplissait le vide qu'aucune richesse n'avait comblé. Cette sensation la perturbe, car elle sait que l'attachement est une brèche dans laquelle le pacte pourrait s'engouffrer pour la détruire. Au lieu de fuir, elle s'attache. Ils se revoient, parlent longtemps, partagent des silences qui ne pèsent pas. Elle ne lui parle jamais du coffret, mais elle sent qu'il devine plus qu'elle ne dit. De son côté, Moussa ne pose pas de questions directes, mais il laisse traîner des phrases à double sens, comme des filets invisibles. Aïssata tente de garder ses rituels inchangés, mais chaque fois qu'elle ouvre le coffret, le boa reste immobile, muet, comme endormi. L'argent cesse de couler. Une nuit, alors qu'elle dort, Aïssata se réveille en sursaut, le boa est hors du coffret, enroulé autour de ses chevilles, immobile mais lourd comme une menace. Ses yeux brillent dans l'obscurité, fixés sur elle. Elle comprend que le pacte a senti la faille et qu'il réclamera sa part. Dans le silence, elle croit entendre une autre respiration, plus humaine, venue de l'extérieur. Elle sait alors que ce lien avec Moussa vient de déclencher quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourra arrêter. Le marabout l'attend dans le sanctuaire, assis dans l'ombre comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. Sa voix est plus dure que jamais, « Tu as brisé la règle. » Aïssata sent ses mains se glacer. Il parle de Moussa sans le nommer, évoque l'homme qui ne se laisse pas vider et l'ombre qui a ouvert une brèche dans le pacte. Les calebasses tremblent sous un souffle invisible. Coupe ce lien immédiatement, ou c'est lui qui te coupera de tout. Les mots claquent comme des coups de fouet. De son côté, Moussa réunit 3 membres de son cercle. Il l'écoute décrire Aïssata, son aura étrange, la sensation de vide autour d'elle. L'un d'eux affirme que ce vide est le signe d'un gardien lié à une ancienne magie reptilienne. Le cercle décide de ne pas attaquer tout de suite, mais de neutraliser en douceur, d'observer et de comprendre la nature exacte de son lien. Moussa acquiesce, mais son regard se perd un instant, il sait déjà qu'il est allé plus loin qu'un simple repérage. Entre les deux forces, Aïssata se sent comme un fil tendu prêt à se rompre. Elle pense à rompre avec Moussa, mais chaque fois qu'elle le voit, cette idée devient impensable. Le pacte lui a donné tout ce qu'elle croyait vouloir, mais il n'a jamais offert cette sensation d'être vue, comprise. Elle craint pourtant que le prix de ce lien ne soit plus élevé que celui du pacte lui-même. Dans ses rêves, le boa et une silhouette humaine se font face, immobiles, comme avant un duel. Elle commence à agir sur 2 fronts. Avec le marabout, elle prétend vouloir réparer la brèche, reprend les rituels prescrits, prépare les offrandes. Avec Moussa, elle feint l'insouciance, tout en glissant des questions pour comprendre ce qu'il sait vraiment. Dans la rue, elle remarque des visages qui reviennent, des silhouettes qui la suivent à distance. Elle sait que les 2 cercles sont désormais en mouvement, l'un pour protéger le pacte, l'autre pour le défaire. Un soir, en rentrant, elle trouve devant sa porte un paquet enveloppé dans un tissu noir. À l'intérieur, un éclat de miroir et une plume dorée. Le marabout lui avait dit autrefois, « Si jamais tu reçois ces 2 signes ensemble, prépare-toi. » Les esprits sont déjà en route. Elle serre les dents. La confrontation a commencé, même si aucun coup n'a encore été porté. Et elle sait que la ville va devenir un champ de bataille invisible. Les nuits d'Abidjan deviennent lourdes, saturées de signes que seuls certains yeux savent lire. Aïssata sent la ville se contracter autour d'elle, comme si chaque rue portait désormais un double visage. Au sanctuaire, le marabout trace des cercles de poudre ocre autour du coffret et fait fumer des herbes âcres. On va renforcer le lien avec le gardien, le rendre insensible aux intrusions, dit-il en disposant des plumes et des cauris. Dans le même temps, Moussa et son cercle préparent leur propre ligne de défense,
tissant un réseau invisible qui recouvre les quartiers où elle se déplace. Le cercle de Moussa invoque des lignes spirituelles, entités silencieuses, dissimulées dans le souffle du vent et les ombres des lampadaires. Leur rôle, capter l'empreinte du gardien reptilien, repérer ses faiblesses. Ces lignées traversent la ville comme des brises soudaines, passant près d'elle sans qu'elle ne les voie, mais laissant sur sa peau une chair de poule persistante. De son côté, Aïssata renforce ses protections personnelles, amulettes cousues dans ses vêtements, poudre dans ses chaussures, huile sur ses poignets. Le pacte devient plus exigeant, plus présent, comme s'il sentait l'affrontement venir. Elle vit désormais dans une tension permanente, oscillant entre deux forces qui ne se montrent pas encore, mais dont elle sent chaque mouvement. Les nuits, elle rêve de ruelles qui tournent sur elles-mêmes, de lagunes où flottent des visages connus. Elle se réveille souvent avec la sensation que quelqu'un était dans sa chambre, tout près. Le boa, lui, est plus agité, frappant parfois contre le coffret au milieu de la journée, comme un animal impatient de mordre. Aïssata sent que son pouvoir est devenu une cible, et qu'elle est elle-même devenue un terrain de guerre. Elle accepte alors les rituels les plus lourds que propose le marabout, bains d'herbes amères, scarification protectrice, veilles entières passées à murmurer aux gardiens. Moussa, de son côté, multiplie les patrouilles invisibles autour des lieux qu'elle fréquente, plaçant des barrières spirituelles aux entrées des quartiers. La ville devient un échiquier, chaque déplacement d'Aïssata étant suivi d'un mouvement du cercle adverse. Dans les marchés, des vendeurs racontent que des animaux domestiques sont devenus nerveux sans raison. Dans les maquis, on parle de coupures d'électricité qui n'ont pas d'explication technique. Un matin, Aïssata trouve le coffret entrouvert, alors qu'elle est certaine de l'avoir fermé. À l'intérieur, le boa dort, mais entre ses anneaux se trouve une petite pierre blanche. Elle ne l'a jamais vue, mais reconnaît ce que c'est, un marqueur d'ennemi, laissé volontairement pour signifier qu'on a franchi ses défenses. Elle comprend que les limites viennent d'être rompues. Ce n'est plus une guerre d'ombre, la prochaine étape sera directe, et aucun des deux camps ne reculera. Ils se retrouvent dans un café discret, loin des regards de leur cercle. Moussa arrive le premier, assis dos au mur, le regard tendu. Aïssata s'assoit en face, le sac posé entre eux comme une barrière invisible. Les bruits de la ville filtrent à peine à travers les murs, étouffés, comme si le monde retenait son souffle. Ils savent tous deux que cette rencontre est une transgression. Mais il faut parler, car les signes se multiplient, messages cryptiques, animaux trouvés morts au seuil, odeur d'herbe brûlée devant leur porte. Ils ne sont plus seulement deux individus, ils sont devenus le centre d'un conflit. Moussa propose un accord, un pacte de non-agression entre eux, malgré la guerre souterraine. Il promet de retenir son cercle si elle parvient à calmer le sien. Aïssata hésite, consciente que convaincre le marabout est presque impossible. Il me considère déjà comme une traîtresse, dit-elle. Moussa, lui, parle d'un phénomène inquiétant, ses protections se fissurent, mais pas à cause d'attaques frontales. C'est ton gardien. Il se déchaîne tout seul. Ça veut dire qu'il a compris que je ne peux pas être absorbé, et ça le rend instable. Les mots tombent comme un verdict. Elle comprend qu'il ne s'agit plus seulement de sauver Moussa, mais aussi de se protéger d'un gardien devenu imprévisible. Dans son esprit, les règles du pacte se transforment en chaîne. Elle ressent une colère froide envers le marabout, mais aussi une peur viscérale. Que se passe-t-il quand un gardien cesse d'obéir? Malgré tout, être là, face à Moussa, lui procure une forme de calme qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se surprend à se demander ce qui arriverait si elle coupait tout, si elle choisissait l'homme plutôt que le pacte. Ils conviennent de se revoir en secret, de coordonner leurs déplacements, d'éviter tout affrontement direct. Aïssata promet de ralentir ses chasses pour calmer le gardien, tandis que Moussa s'engage à détourner les lignées de son cercle. Mais ces choix créent des failles, chaque absence de mouvement attire les soupçons. Le soir même, le boa recrachera une poignée de billets humides, couverts de traces sombres comme des brûlures. Le message est clair, le pacte n'accepte pas cette trêve. La nuit suivante, alors qu'elle rentre chez elle, Aïssata trouve un morceau de pagne arraché cloué sur sa porte. Le motif est ancien, réservé aux guerres déclarées entre cercles. Elle sait que quelqu'un a franchi la ligne rouge. La guerre froide ne tiendra plus longtemps. Et si Moussa ne parvient pas à retenir les siens, la prochaine rencontre ne sera pas autour d'un café, mais sur un champ de bataille invisible.
La ville commence à trembler d'événements que les journaux ne savent pas nommer. Une nuit, tout un quartier est plongé dans le noir, alors que le ciel reste clair. Des chiens hurlent à l'unisson, puis se taisent d'un coup. Dans les marchés, des étals se renversent sans raison, des vendeuses jurent avoir vu des ombres passer au-dessus de leur tête. Aïssata sait que ce ne sont pas des accidents, ce sont les premières frappes. Les deux cercles ont cessé de se contenir. Et elle est au milieu, avec Moussa comme seul allié dans cette tempête. Un soir, elle rentre pour trouver son appartement froid comme une cave. Le coffret est ouvert, le bois absent. Sur le sol, des traces humides serpentent jusqu'à la fenêtre, puis disparaissent. Moussa arrive peu après, haletant, pour lui dire que son cercle a intercepté une attaque directe contre elle, un rituel de bris d'âme. Ils l'ont détourné, mais l'énergie s'est retournée contre plusieurs membres du cercle adverse. Cela signifie qu'il n'y a plus de limite. Les coups vont désormais viser pour détruire. Aïssata sent sa respiration se raccourcir. Elle avait cru pouvoir garder un minimum de contrôle, mais tout s'effondre. Les visages des hommes qu'elle a touchés reviennent dans sa mémoire, les billets tombés sur le sol, les avertissements du marabout. Elle se demande si cette guerre est née d'elle ou si elle n'était qu'une étincelle inévitable. Elle regarde Moussa et se rend compte qu'elle ne veut pas qu'il finisse comme les autres ni qu'il devienne une offrande dans cette bataille. Moussa propose une solution radicale, rompre le pacte par un rituel de sortie, mais ce rituel exige un lieu particulier et un prix inconnu. Si on ne le fait pas, ton gardien va se retourner contre toi, et les miens ne pourront pas t'épargner. Aïssata accepte, mais exige de savoir où et quand. Moussa parle d'une forêt ancienne, loin de la ville, un endroit où les frontières entre les mondes sont fines. Ils conviennent d'y aller à la prochaine lune noire, mais cela laisse du temps pour que leurs ennemis agissent. 2 jours plus tard, une brume dense tombe sur tout un quartier, isolant les rues comme une île. Des cris étouffés montent dans l'air, puis plus rien. Quand la brume se lève, plusieurs maisons sont vides, portes grandes ouvertes. C'est la réponse du cercle adverse à la tentative de paix. Aïssata et Moussa savent qu'ils ne peuvent plus attendre. La forêt les appelle, et avec elle, la dernière chance de couper les chaînes, ou de s'y enfermer à jamais. À l'aube, la ville disparaît derrière eux. La route s'efface peu à peu sous la poussière rouge, remplacée par un sentier étroit qui s'enfonce dans la forêt. L'air est plus lourd ici, chargé d'humidité et d'odeurs de feuilles écrasées. Aïssata sent ses pas ralentir, comme si chaque arbre la reconnaissait. Le silence est étrange, sans chant d'oiseaux, seulement ce murmure lointain qu'elle connaît depuis l'enfance, le sifflement. Moussa marche devant, portant une petite besace remplie d'objets rituels. Ici, rien ne se cache vraiment, tout observe, prévient-il sans se retourner. Ils arrivent dans une clairière bordée d'arbres immenses. Au centre, une pierre plate recouverte de symboles anciens. Moussa pose sa besace, allume un feu, et sort un objet inattendu, une vieille photo. Aïssata s'approche et se fige. Sur l'image, son père se tient aux côtés d'hommes vêtus comme Moussa, tous portant la même amulette. Ton père faisait partie de mon cercle, avant de refuser un pacte similaire à celui que tu as signé. Les mots tombent sur elle comme une pluie glaciale. Elle comprend que sa rencontre avec Moussa n'a jamais été un hasard. Les souvenirs affluent, son père rentrant tard, les discussions étouffées avec la mère, les silences quand elle posait des questions. La disparition soudaine, jamais expliquée. Elle avait toujours cru à un accident de chasse, mais maintenant, elle voit les choses autrement, il avait choisi de rompre avec un monde qui ne pardonne pas. Une colère sourde monte en elle, mêlée à un sentiment de trahison, pas envers Moussa, mais envers cette chaîne invisible qui la lie depuis sa naissance. Elle sent le gardien s'agiter dans le coffret, comme si lui aussi reconnaissait cet endroit. Moussa trace un cercle autour de la pierre, y dispose des objets, eau de source, poudre de cola, cori, un petit tambour. Il lui demande de s'asseoir au centre, de fermer les yeux et de ne pas bouger, quoi qu'il arrive. Ici, ton gardien ne peut pas mentir, dit-il. Aïssata s'installe, les mains posées sur ses genoux, sentant la terre froide sous elle. Le sifflement s'amplifie, devient presque une voix. Le feu vacille alors que l'air se charge d'une chaleur animale. Le rituel commence, et la forêt semble se pencher pour écouter. Dans la fumée, une silhouette serpentine se dessine, plus grande que le coffret ne pourrait jamais contenir.
Les yeux du gardien brillent comme deux lunes jaunes. Une pensée traverse l'esprit d'Aïssata, claire, imposée, tu as promis ta solitude. Romps-la, et je te prends tout. Ses mains tremblent, mais elle garde les yeux fermés. Moussa commence à chanter, sa voix grave coupant à travers le sifflement. Le gardien hésite, recule d'un pas, puis s'élance vers elle dans un éclair noir. Le gardien est maintenant tout près, sa masse sinueuse encerclant la pierre. Aïssata sent la pression de ses anneaux invisibles, comme un étau autour de son souffle. Le sifflement est devenu une plainte, grave et insistante. Moussa continue de chanter, mais sa voix tremble légèrement, signe que même lui mesure le danger. Entre deux éclats de fumée, Aïssata voit les yeux jaunes fixés sur elle, attendant sa réponse. Ici, aucun mensonge ne tiendra. La forêt elle-même semble retenir son haleine. Moussa interrompt son chant et prononce les deux voix possibles. Si tu restes lié, tu gardes ta richesse, ton pouvoir, mais tu perdras toute lumière dans tes relations humaines. Si tu romps, tu devras offrir quelque chose de toi que rien ne pourra remplacer. Ce retour de force sera définitif. Aïssata comprend que ce quelque chose pourrait être sa vitalité, sa mémoire, voire la protection qu'elle a toujours eue contre les malheurs ordinaires. Le choix est clair, mais aucun chemin n'est sûr. Les images affluent, les années de misère, la toux de sa mère, les humiliations à Abidjan, puis les villas, les bijoux, les sourires admiratifs. Mais entre ces images, il y a aussi le vide, les nuits glacées, le poids du coffret, les hommes qui se fanent. Et enfin, Moussa, son regard qui ne flanche pas, sa main qui ne tremble pas. Pour la première fois, elle comprend que la liberté n'est pas seulement fuir la pauvreté, c'est aussi choisir ce qu'on ne veut plus porter, même si cela coûte cher. Elle prend une inspiration profonde et prononce les mots « je romps ». Aussitôt, le gardien se redresse, bouche ouverte, laissant voir des anneaux de billets qui se consument en cendres avant de toucher le sol. Une douleur brutale traverse son corps, comme si on arrachait des fils ancrés dans sa chair. Moussa attrape sa main, ancre ses pieds dans la terre, et reprend son chant, cette fois plus rapide, plus dur. La fumée se densifiait, avalant la silhouette serpentine, qui recule lentement vers l'ombre des arbres. Quand le sifflement cesse, Aïssata s'effondre sur la pierre, haletante. Le coffret est là, ouvert, vide. Moussa ne dit rien, mais elle voit dans ses yeux qu'ils viennent de signer une déclaration de guerre irrévocable avec le cercle du marabout. Derrière les arbres, un bruissement indique qu'ils ne sont pas seuls. Le temps presse, ils doivent quitter la forêt avant que la riposte ne tombe. Mais Aïssata sait déjà qu'une bataille finale est inévitable, et qu'elle ne pourra plus compter sur un gardien pour la gagner. La nuit tombe sur la périphérie d'Abidjan, mais aucune lumière ne s'allume. La ville semble avoir cédé la place à un théâtre vide. Dans une grande cour sablonneuse, deux processions s'approchent de part et d'autre. D'un côté, le cercle du marabout d'Aïssata, drapé de tissus sombres, tambours sourds résonnant dans l'air, de l'autre, celui de Moussa, avançant en silence, guidé par des porteurs de torchers. L'air est chargé d'une électricité invisible, chaque pas rapprochant les deux forces d'un point de non-retour. Les habitants du quartier se sont enfermés, conscients qu'il vaut mieux ne pas voir ce qui va se passer. Le premier choc n'est pas physique. C'est une onde, un grondement muet qui fait vibrer les tôles et craquer les murs. Les amulettes s'entrechoquent, les poudres se dispersent dans l'air comme des nuages vivants. Aïssata, au centre, sent une pression écrasante sur ses tempes. Des formes apparaissent entre les deux groupes, silhouettes mi-humaines, mi-animales, envoyées par les rituels des deux camps. Le cercle de Moussa déploie ses gardiens de seuil, des entités qui bloquent les charges ennemies, tandis que celui du marabout invoque des forces reptiliennes pour remplacer le gardien qu'elle a rejeté. Aïssata réalise que, même sans gardien, elle reste liée à cette guerre, elle en est l'enjeu. Chaque regard, chaque incantation converge vers elle. La peur la traverse, mais aussi une colère lucide, elle n'appartient plus à aucun des deux camps. Elle se souvient des mots de son père sur le choix de ses chaînes, et comprend que c'est peut-être sa voix, plus que n'importe quel rituel, qui peut rompre l'engrenage. Mais encore faut-il survivre à la nuit. Elle se place entre les deux lignes, lève les mains, et commence à prononcer des paroles qu'elle ne savait pas connaître. La poussière se soulève autour d'elle, tourbillonnant comme un mur protecteur. Moussa s'avance pour la soutenir, plaçant son corps en travers des ondes qui fusent. Les forces spirituelles s'entrechoquent,
cousin visible, éclat de lumière, odeur d'herbe brûlée et de métal chauffé. Le sol vibre comme sous un orage souterrain. Les deux cercles comprennent qu'aucun ne gagnera sans tout détruire. Alors qu'elle pense avoir contenu l'essentiel, une dernière invocation du cercle du marabout fend l'air, un serpent d'ombre gigantesque surgit, prêt à engloutir tout sur son passage. Les gardiens de Moussa se déploient, mais l'onde de choc balaie tout, faisant tomber torchers et tambours. Aïssata et Moussa échangent un regard bref, ils savent que ce qui va suivre décidera du sort des deux camps, et peut-être de leur vie. Le serpent d'ombre s'élance, immense, avalant la lumière autour de lui. Ses écailles semblent faites de nuit liquide, ses yeux brillent comme deux éclats de cuivre fondu. Les gardiens de Moussa se jettent sur lui, et la cour devient un maelstrom de forces contraires. Des cris résonnent, mais ce sont des cris d'esprit, pas d'hommes. Les murs tremblent, la poussière se soulève, les torchers s'éteignent tout à la fois. Plus personne n'a le contrôle, la confrontation a dépassé les mains qui l'ont déclenchée. Les rituels s'enchaînent, chacun annulant ou déformant celui de l'autre, créant des éclats d'énergie qui frappent au hasard. Des silhouettes tombent, effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Le serpent se dédouble, puis se déchire, chaque moitié s'attaquant à l'un des camps. L'air devient irrespirable, saturé de poussière et d'odeurs métalliques. Aïssata comprend que cette guerre n'aura pas de vainqueur, les deux forces s'autodétruisent, alimentées par la haine et l'orgueil. Elle sent une douleur sourde remonter le long de sa colonne, comme si le pacte qu'elle avait brisé cherchait encore à la retenir dans ce chaos. Ses jambes tremblent, mais elle tient bon, soutenue par Moussa. Dans ses yeux, elle lit qu'il sait ce qu'il doit faire, même si cela signifie qu'il ne reviendra pas. Elle veut crier, l'empêcher, mais aucun son ne sort. La décision est déjà prise, pour mettre fin à tout, il faut une offrande ultime. Moussa avance vers le centre de la cour, ses mains ouvertes, portant dans ses paumes l'amulette qu'il a toujours gardée. Il prononce des paroles qui font reculer les entités autour de lui. Puis, dans un geste rapide, il brise l'amulette entre ses doigts. Une onde immense jaillit, engloutissant serpents, gardiens et invocations. Les corps restants sont projetés au sol, inanimés. Le silence retombe aussi vite que le chaos est né. Le serpent n'est plus qu'une traînée de poussière noire qui se dissipe dans l'air. Quand la poussière retombe, il ne reste debout qu'Aïssata, au centre d'un champ vide. Tous les autres amis comme ennemis ont disparu ou gisent immobiles. Moussa n'est plus là. Elle sent encore sa chaleur dans l'air, comme une présence qui refuse de s'effacer. La cour est devenue un espace nu, sans trace de combat, comme si la ville avait refermé ses lèvres sur ce qu'elle venait d'avaler. Aïssata comprend qu'elle est libre, mais qu'elle est désormais la seule à porter la mémoire de ce qui s'est joué ici. Le matin se lève sur une ville qui ne sait rien de la nuit qu'elle vient de traverser. Abidjan reprend son bruit, ses klaxons, ses marchés, comme si la poussière des combats invisibles n'avait jamais recouvert ses rues. Dans une petite chambre d'hôtel en périphérie, Aïssata s'assoit près d'une fenêtre entr'ouverte. Elle regarde le ciel pâlir, les premières silhouettes traverser la route. Entre ses mains, il n'y a plus de coffret, plus d'amulettes, plus d'armure, seulement le vide laissé par tout ce qui a été perdu. Elle retourne au village quelques jours plus tard, marchant sur la terre rouge de son enfance. Sa mère l'attend devant la case, plus fragile encore, mais vivante. Aïssata s'agenouille, pose la tête sur ses genoux, et reste là longtemps, en silence. Les années de luxe semblent soudain irréelles, comme un rêve lourd qui se dissout au réveil. Les souvenirs de Moussa reviennent par vagues, son regard tranquille, ses mains qui retenaient ou libéraient, ses choix silencieux. Il n'a laissé aucune trace matérielle, mais sa présence habite encore ses gestes. La liberté qu'elle ressent est étrange, légère par endroits, douloureuse ailleurs. Elle sait que la pauvreté reviendra peut-être, que les jours seront comptés par le travail manuel et non par le tintement des billets. Mais elle n'a plus à craindre les reflets troublés, les sifflements dans la nuit, les corps qui se fanent. Elle redécouvre la valeur des choses simples, le goût du maïs grillé, le rire des enfants, la fraîcheur d'une rivière. Chaque matin, elle choisit de porter son histoire comme un avertissement, pas comme une chaîne. Un mois plus tard, elle enterre un petit coffret vide au pied d'un arbre dans la forêt du village. Pas pour cacher une arme, mais pour marquer une tombe invisible, celle de ses illusions. Elle se relève, essuie ses mains, et tourne le dos à cet endroit. La rivière,
plus bas, chante doucement. Dans ce murmure, elle croit entendre un sifflement lointain, qui s'éteint peu à peu. Aïssata sait désormais que la richesse qui nie l'âme finit toujours par dévorer sa source. Elle n'a pas choisi la facilité, mais elle a choisi de rester entière. Et dans ce choix, il y a plus de pouvoir que dans toutes les liasses qu'un serpent aurait pu lui offrir. L'histoire du boa et des 2 cercles s'effacera des mémoires, sauf de la sienne. Et c'est ainsi que les vraies leçons survivent, en silence, mais vivantes.